Je suis Eric Boschman, je suis dans mon salon, je suis dans vos oreilles. Vous êtes à l'écoute d'un podcast qui s'appelle comment, Gary ? Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, voilà. Je le connais, mais j'oublie. Vous avez donc Gary d'un côté et de l'autre côté, Christophe Hardiquest. La suite, puisqu'il y avait déjà un épisode. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille de vous débrancher de celui-ci et d'aller chercher le premier épisode. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Google, etc. Sur mon site aussi, www.ericboschman.be. Mais vous devez le savoir puisque vous êtes branchés. Christophe, on en était donc au début de Bonbon à la place des 3 couleurs. Tu t'es fait escroquer par l'entrepreneur. Tu as 2 étoiles au Michelin. Et Bonbon est un succès phénoménal. Un succès On phénoménal. en est là. Oui, j'étais d'abord très heureux d'avoir connu cette ascension. Et tu sais, c'est de l'acharnement, de la volonté. Et il faut travailler et travailler toujours plus dur. Et je crois que le succès est toujours au rendez-vous. Voilà, à un moment donné, la clientèle est super contente, la reconnaissance. Oui, ça fait du bien à l'ego, c'est clair. Après, on doit toujours garder beaucoup d'humilité sur la réussite, parce que je crois que ça veut dire quoi réussir aujourd'hui, c'est surtout mettre du sens dans ce qu'on fait. Et j'ai adoré ces moments, ces 20 ans, jusqu'à l'arrivée du Covid, à un moment donné quand même, qui a quand même tout chamboulé. Le Covid nous a certainement obligés à nous remettre en question, à réfléchir différemment. On l'a pris comme une fatalité, hein, mais quelque part, William Shakespeare dit toujours, ce que tu ne peux pas changer, embrasse-le. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà. William Shakespeare, je suis. Un cuisinier anglais. Cuisinier anglais, exactement. Je pensais que tu me parlais de la sauce qui était impossible à prononcer. Ça, c'est facile, ça, c'est Worcestershire sauce. Et donc, le Covid est arrivé. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve quand même un peu dans l'embarras. On avait de la chance d'être propriétaire. Ça nous a permis de quand même passer au travers de ce Covid en ayant les crédits suspendus. Hein. Donc, quelque part, le fait d'être propriétaire m'a permis quand même de souffler un peu. Les banquiers, tout le monde s'est quand même mouillé dans cette période et je les en remercie. Ce qu'on a fait, on a commencé à donner du sens encore un peu plus à ce qu'on faisait, cuisiner avec les invendus des grandes surfaces pour le personnel des hôpitaux, pour les aider, pour leur donner un peu de réconfort. Ça a été une période assez compliquée. Mes 2 sous-chefs, Johan et Adrien, on s'est dit c'est l'occasion de se former. Donc on a commencé à faire de la conserverie. On a fait plein d'essais. On a fait de la boulangerie. D'ailleurs, j'ai monté une boulangerie pour quelqu'un qu'on connaît dans le Luberon, qui est en train de se mettre bien en place aujourd'hui pour Sophie. Elle m'a fait confiance. Et on a quand même bien développé tout ce qui est boulangerie artisanale avec des levains naturels, etc. On a développé ça, on a développé de la charcuterie. Je me suis concentré sur les salaisons, et c'est un monde qui me passionne encore aussi. Donc, des salaisons de poisson. Enfin, salaisons de la saurisserie de poisson. Exactement. Donc on a fait que de la recherche et développement, et on a profité de ce temps qui nous était imparti pour pouvoir développer en tout cas une certaine approche, une autre approche du métier de l'artisan, en fait. Hein. Et donc, le Covid est là, on réfléchit, je fais beaucoup de marches dans la forêt, je passe beaucoup de temps avec ma famille, c'était génial. Ça nous a permis aussi de nous retrouver un petit peu plus proches et de passer du bon temps. Et je crois que tout le monde a été impacté, ça n'a pas dû être facile, mais c'est comme ça, les choses sont ce qu'elles sont. À la sortie du Covid, je n'étais plus tout à fait non plus le même homme. Je pense que tout le monde a réfléchi sur lui-même, etc. Et on était obligé quand même, une fois de plus, d'aller chercher à l'intérieur de nous, de savoir ce qu'on ne voulait plus, en fait. Et ma vie privée aussi un peu chavirée,
avec mon épouse après 27 ans de vie. Trop de temps avec ton épouse, elle n'était pas prête mentalement, en fait. Oui, c'est ça le problème. C'est ça, exactement. Vous vous êtes retrouvés. Non, Ça lui non, a fait bizarre. on s'est retrouvés, non, c'était chouette pendant le Covid, mais je crois qu'il y avait certainement des points de vue et des visions différentes. Et puis moi, j'avais besoin aussi de m'ouvrir au monde un petit peu. J'ai toujours été un chef très présent, mais j'avais besoin de relever des nouveaux challenges. Et lorsque tout ça s'est mélangé, ben, j'en ai profité pour accepter différents projets à l'étranger. Voilà. Mais j'aimerais revenir 2 secondes sur la période Covid, parce qu'elle a quand même duré longtemps. Pour les restaurants, ça a été pas facile. Pour les restaurateurs non plus, les cuisiniers non plus. Et je me demandais, qu'est-ce que tu as appris de... Est-ce que tu peux nous dire la chose que tu as apprise pendant le Covid et qui t'a un petit peu peut-être transformé pour la période post-Covid ou quoi? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que je n'étais plus en accord avec mon projet, en fait, tel que je le concevais. Avec le restaurant Bonbon? Bonbon. Euh, j'ai compris que il fallait passer à un autre niveau de réflexion. Oui, je ne voyais plus la gastronomie comme ça, en fait. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui était devenu important pour moi après cette période? Faut d'abord savoir que j'aime les gens. Je suis très sociable. J'aime les gens. J'aime la connexion avec autrui. J'aime montre-moi ton monde et je te montrerai le mien. Je trouve qu'on apprend tellement de tout le monde et que aujourd'hui, il faut toujours rester très ouvert il faut s'ouvrir aux autres. Je crois que c'est un des secrets de la vie. On n'a personne à la science infuse. Chacun se construit au contact des autres. Et donc, c'est ça qui fait que on fait un métier fantastique. Mais on rencontre tellement de gens dans un restaurant qu'on en apprend tous les jours. Et que tous les jours, c'est différent. Et on rencontre des gens qui sont brillants dans leur domaine. Et donc, c'est cette richesse, en fait, qui m'a fait aussi, à un moment donné, me dire, tiens, mais comment est-ce que je pourrais exploiter ce contact, cette connexion avec les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre personnelle qui t'a fait changer au niveau professionnel, qui a fait changer la manière dont tu vois la cuisine ou une autre manière de créer un plat ou de créer une expérience Ah pour oui, les gens? j'ai quand même, j'ai quand même mes mentors et mes grands frères. Je les appelle mes grands frères parce que voilà, il y a un monsieur que j'adore qui s'appelle Alain Passard à Paris, qui a un restaurant qui s'appelle L'Arpège. C'est vraiment mon grand frère. Et Alain est c'est un génie de la cuisine. Il a une approche très simple et à la fois très naturelle de la cuisine. J'aime Alain vraiment comme un grand frère, quoi. Ce sont des rencontres qui sont un peu bouleversantes au départ. C'est très drôle parce que dans le podcast, il y aura bientôt un épisode avec Gérald Watley qu'on a enregistré avant de te voir. Et il faut savoir que Gérald a travaillé avec Alain Passard ici à Bruxelles. Je sais, au Carlton. Au Carlton. C'est À ça, quand l'époque, tu m'as dit c'est Carlton un dans le truc de premier fou, épisode, quoi. ça a résonné. Je me suis dit, mais en fait, tout le monde connaît le Carlton, tout le monde y est passé, quoi. Non, moi pas. Et Alain Passard travaillait à Bruxelles avec Pierre Hermé d'ailleurs. Ah oui, tout Ouais. à fait. C'est ici qu'est né le millefeuille tout chocolat. Ils ont créé ça à deux. C'est devenu un plat mythique qui est né ici à Bruxelles. Et bon, voilà, l'histoire, c'est l'histoire. Et je pense qu'il y a vraiment tellement de choses à savoir. Et donc, il faut rester très perméable au contact avec les autres parce que ça t'amène tellement. Et voilà, donc il y a des gens comme ça qui te marquent dans ta carrière et qui te font réfléchir. Et Passa, faut pas oublier que Passa était le premier chef à avoir retiré la viande de sa carte. Tout le monde l'a pris pour un fou. Il a décidé, il l'a fait. Et aujourd'hui, Il est revenu en arrière, il a remis de la viande quand même. Oui, mais c'est parce que c'est un espèce de génie de la cuisine. Donc c'est un gars qui fait avancer les lignes. C'est la loi de Schopenhauer. Hein. Tu la connais, la loi de Schopenhauer? Ça me dit D'abord, quelque chose, on rappelle-le-moi. s'oppose à tes idées. Il était bassiste dans un groupe Schopenhauer, mais je ne sais plus quel groupe. Je me demande si c'est pas Rammstein. C'est un Allemand, effectivement. Il était, donc on s'oppose à tes idées, hein, d'accord. Après, on critique tes idées, et après, tout le monde trouve ça évident. Et donc, c'est ça qui permet de faire avancer les lignes. À un moment donné, il faut des leaders qui cassent un peu les codes et qui permettent au métier d'avancer.
Et donc, ouais, j'ai toujours admiré ça, je trouvais ça dingue. Et cette naturalité qu'il a mis dans l'assiette et ce rapport avec le légume et tout, voilà, c'est un plaisir de manger chez lui. Il faut casser sa tirelire, mais voilà, je pense que ça fait partie de la culture. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on doit vivre une fois, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de la cuisine, au niveau du théâtre. Il y a des gens comme ça qui font avancer les lignes. Et tant mieux, parce que la société ne peut pas stagner. La société doit rester en mouvement. Ouais. Le propre de l'homme, c'est l'évolution. Et donc, l'évolution, peu importe qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours quelque chose à en tirer et à construire autour de ça. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça vraiment très fascinant qu'en fait, tu as avancé toute ta vie. Enfin, je te l'ai dit en off, mais en prenant ce qu'il y avait devant toi, tu n'as pas essayé de chercher trop loin non plus et tout ça. Et en plus, que tu gardes ce genre de principe en tête, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que ces principes-là, quand on te les raconte, quand on te les narre ou que sais-je, ils restent dans ta tête pendant un jour ou 2 jours et après, ils s'estompent un petit peu, mais c'est super impressionnant que tu les gardes comme un petit mantra dans ta tête. Voilà. Oui, et puis je pense que je ne voulais pas être une victime, tu sais. C'est pas dans mon caractère d'être une victime. C'est pour ça que après ma séparation, après tout ce qu'on a vécu avec le Covid, j'ai dit, voilà, il est temps pour moi d'arrêter Bonbon. Il est vraiment temps pour moi d'arrêter. Je suis plus en accord, sinon j'allais devenir un vieux con aigri. Voilà, je pense que dans la vie, il faut être capable de faire des ruptures pour avancer et tourner les pages. Voilà. Et donc, j'ai accepté de prendre un projet à Châteauneuf-du-Pape, une petite maison qui s'appelle la Mère Germaine, une maison étoilée, magnifique, qui a 100 ans aujourd'hui. L'année passée, c'était 100 ans. C'était Félicitations. Germaine Vuillon, qui était la cuisinière de l'Élysée et qui s'est installée à Châteauneuf-du-Pape. Donc, on est dans le vignoble là-bas. Et j'ai appris tellement sur le vin. Et Eric ne pourra pas me dire le contraire. Je pense qu'il adore le vignoble de Châteauneuf. Châteauneuf, ça va, j'aime bien. Oui. et donc voilà, c'était premier projet en dehors de la Belgique, en décidant en même temps de racheter la moitié à mon épouse et de relancer un restaurant ici à Bruxelles. 7 mois, 8 mois de travaux. Donc je partageais ma vie entre Châteauneuf, Bruxelles et la Suisse dans le Valais à Crans-Montana, où on a lancé aussi avec mon chef et monsieur Lamy et Bego, une brasserie pour des skieurs, voilà, où on s'amuse comme des fous. Voilà, c'est de la construction voilà, lente, hein, mais des projets qu'on a envie de voir durer longtemps. En fait, c'est un choix déterminé d'être là. En fait. Tu sais, toi qui aimes le vin, qu'à Crans-Montana, on organise les Olympiades du Pinot Noir. Et le Pinot Noir en Suisse, c'est extraordinaire. C'est une qualité de vin qui est complètement dingue, impayable parce que ce sont des vins suisses, donc il faut les boire sur place, il ne faut pas chercher à les exporter. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est un coin où il y a plein de trucs à déguster. Alors à Crans, c'est juste pour le plaisir, hein. On ne fait pas de vin à Crans-Montana, mais juste au pied de Crans-Montana, dans le coin, on fait du vin. Ouais. Il y a Marie-Thérèse Chapard qui est là. Ouais, qui fait des trucs de dingue. Des trucs de dingue. Il y a la petite Arvine comme cépage. Même le chasselas est bon, c'est intéressant. La petite Arvine, c'est un cépage qui me fait chanter à chaque fois. Ah oui. Un jour, la petite Arvine, Non, ça suffit. Juste comme ça, les auditeurs sont au courant, on rallume les cigares de c'est temps en temps. C'est le bruit du cigare qu'on rallume, en fait. C'est un truc... Ouais, c'est ça. Oui, Au chalumeau à crème brûlée. Crème brûlée avec ça va pas aller. Ça va pas aller. Mais c'est intéressant, donc du coup, tu restes avec la même équipe. Ah oui, c'est Avec ça. ton Alors, chef. il y a un changement d'équipe quand même. Ouais. Non, parce que tu as dit que tu allais avec ton chef. En fait, aujourd'hui, j'essaie de développer un peu un groupe. Je ne veux pas dire restaurant, mais en tout cas, je veux pouvoir garder la main mise sur la création et sur la qualité. Comment tu fais mentalement? Parce que ton truc depuis toujours, c'est être présent dans ton restaurant principal. Enfin, dans ton restaurant. Et là, en ayant plusieurs antennes, on va dire appeler ça comme ça, au moins 3 maintenant, tu vas faire comment? On met un tiers de chaque côté Bien s'entourer, c'est le secret. Voilà. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires. Il y a Johan Verhulst qui travaille avec moi depuis 6 ans, qui est mon chef exécutif, qui tourne avec moi. Là, il est à Châteauneuf en ce moment. Donc, on a lancé le menu truffe. J'étais avec lui pendant 10 jours au début janvier.
Et on est en train de former les équipes, on est en train de former plein de jeunes. On donne des perspectives à nos équipes aussi, de pouvoir bouger dans nos établissements, de pouvoir garder la formation qu'on leur donne et de pouvoir leur faire vivre différentes expériences. J'ai un chef pâtissier exécutif qui s'appelle Mathias Diner, qui travaille avec moi depuis 3 ans et demi aussi, qui sortait de chez Anne-Sophie Pic, voilà, et que j'ai récupéré pour justement travailler sur tout le sucré des différents établissements. Mon ancien pâtissier est à Crans-Montana. Mon ancien chef, Adrien, qui a bossé 11 ans avec moi chez Bonbon, est à Crans-Montana. Donc, on place nos généraux. Et ils vont rester à Crans-Montana ou ils reviennent? Voilà, pour l'instant, ils sont là-bas. Notre objectif, c'est de travailler avec les locaux, de former les locaux à notre style et à notre patte. Moi, je pense que j'ai toujours été dans ma maison, mais aujourd'hui, j'ai prévenu mes clients que des fois, voilà, je serai 3 semaines dans ma cuisine en Belgique et puis 1 semaine à l'étranger. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et aujourd'hui, j'ai besoin de cette air, ça me permet de me nourrir. Et les projets, chacun des projets nourrissent ce que je fais ici à Bruxelles. Question un peu bizarre, mais Michelin? Michelin La question, c'est... Ah, parce que moi, j'ai pas compris la Oui, question. j'ai Vous avez bien très compris bien que j'avais compris. oublié de faire toute la phrase. Michelin, donc c'est- il y a je suis 2 étoiles au Michelin. Voilà, je suis un fils des guides, moi. J'ai toujours été un fils des guides. Et je leur en remercie parce que voilà, je pense que la reconnaissance aussi passe aussi par là. Et donc, mais aujourd'hui, ma priorité va d'abord à la qualité. Donc, je verrai ce qui va se passer. Je ne sais pas te dire ce qui va se passer, mais je dois t'avouer que ce n'est pas ma priorité. Aujourd'hui, mon nom est fait. J'ai ma clientèle qui me suit. Je vais faire de la qualité. Hein, voilà, donc Ça, c'est évident. Oui. voilà, ça c'est mon fonds de commerce et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc moi, j'ai pas envie de décevoir les gens et je vais toujours me battre pour que le niveau soit dans l'assiette. Néanmoins, voilà, j'avais besoin. Pourquoi est-ce que les chefs français peuvent le faire et pas nous, les chefs belges? Donc quelque part, en France, c'est vraiment, ça fait partie de leur schéma de pouvoir se développer. Et on dit, on va manger chez Aleno à Dubaï, on va manger chez Aleno à Paris, on va manger chez Aleno à Courchevel. Je ne sais pas combien ils ont de restaurants, bien plus que nous, évidemment. Pourtant, il n'est pas partout, quoi. Il n'est pas partout, mais ils s'entourent et ça fonctionne. Et ils forment des gens à la précision et c'est ça qui est intéressant. J'ai peut-être une question hyper naïve parce que je ne connais pas trop. Ouais. Enfin, ouais, non, vas-y. Ok. Non, ce que je voulais dire, c'est Michelin, tu as eu des contacts avec eux, ils t'ont dit quelque chose, ils t'ont dit, ah bah oui, tu recommences avec rien, tu recommences avec 1 étoile, 2 étoiles. Non, moi je pense que Michelin, même Golmio, ce sont des gens qui sont contents pour nous. Je crois que quelque part, aujourd'hui, non, je les ai tenus au courant de ce que j'allais faire. La balle est dans leur camp aussi, de voir si ça peut correspondre à leur schéma. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'un schéma de développement. Et je le dis en toute honnêteté, je ne vais pas travailler pour ça. Je vais d'abord me concentrer pour mes clients et pour créer une identité forte dans l'assiette avec une avancée chez Mensa qui va être complètement différente de ce que j'ai fait dans le passé. Voilà. Pourquoi est-ce que Mensa s'appelle Mensa? Alors, Mensa, plein de choses. Ça veut dire table en latin, ça veut dire... L'esprit. L'esprit. C'est Mensana, donc c'est l'esprit Mensana, saint. exactement. Bon, il y a plusieurs choses. Et c'est surtout maison exceptionnelle de naissance de saveur. Parce qu'on a rajouté un S. Et donc, en fait, Mensa, vous allez manger dans mon labo. C'est un labo. Et les gens mangent dans mon labo, à côté de moi. Et donc, on a envie que quand ils sortent de chez Mensa, ils aient appris quelque chose au niveau de la cuisine. Tu changeras assez souvent la carte ou pas? Ça va changer tout le temps. Tout mais le ma temps. carte, je l'ai divisée en quatre influences. Il y a la mer, il y a la terre, il y a la forêt et il y a les jardins. Et donc, les créations vont se décliner comme ça. Donc, je te donne un exemple. Pour la mer, on va travailler la vive. Personne ne connaît la vive. C'est un poisson qu'on ne voit pas beaucoup. Qu'on ne voit pas beaucoup. Un épineux qui est toxique en plus. La vive. Oui. Si on marche sur une vive, on peut s'empoisonner. C'est un neurotoxique en fait. Exactement. Donc on va développer, on va servir des produits qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans un menu, dans un restaurant gastronomique. Je vais travailler la langue de canard. J'ai appelé mon producteur de foie gras. Je lui ai dit, tu me gardes toutes les langues de canard. Donc, si tu veux, moi, je voyage énormément.
de par mon métier, quand tu voyages en Asie, tu voyages en Afrique, etc., tu te rends compte quand même qu'on mange tout de l'animal. Il y a sûr. jusqu'en Occident où Et on est encore, un peu c'est récent. frileux. Oui, c'est récent. Tu parlais de ta grand-mère dans le premier C'est épisode. vrai. Dans un cochon, on disait toujours dans le temps, on disait dans le cochon, tout est bon. Le seul truc qu'on mangeait pas, c'était les soies qui servaient à faire des pinceaux et les ongles. Et puis tout le reste, on mangeait. Moi, je me souviens de papa, on allait à la boucherie chercher des oreilles de cochon pour faire des oreilles grillées. C'est ça. Bon, le pied de cochon, c'est à la mode, on fait des croquettes avec, etc. Mais on a changé. Mais toi aussi, tu le disais dans le premier épisode, tu prends pas beaucoup de temps pour manger, Gary, Non. tu fais pas gaffe, etc. Bouffer une oreille de porc, il faut, en wallon, on dit, il faut se pépier. Il faut, il faut se Exactement. pépier. Il faut aller chercher tous les petits bouts à manger, parce qu'il y a quand même beaucoup de gras, beaucoup de cartilage, mais entre eux, il y a de la viande. Du groin de porc. Il y a un mec à Namur, au temps des cerises, qui fait du groin. Juste le Juste le bout, pif, tu vois. quoi. Et il te le sert avec une frite dans une des narines. C'est assez rigolo. On appelle ça le museau, en fait. Ouais, mais c'est le Une même salade truc. de museau qui est un classique. Salade de museau, on le fait avec du bœuf. Enfin, on mange tout dans un Mais animal. vu que vous avez tous les deux énormément voyagé, est-ce que vous vous souvenez peut-être d'un énorme choc culturel culinaire que vous avez vécu? Moi, je peux en parler à l'aise. Je peux en parler. Moi aussi. En Chine, c'est Allez-y. les pattes de canard. Ça, j'ai beaucoup de mal. Moi, je bouffe tout, tu vois. J'ai fait un truc pour une télé à Pékin où ils ont essayé de me faire perdre la face. Parce qu'ils adorent ça, c'est un sport chez eux. Et non, vraiment, bien sûr, c'est ça l'idée. Hein. C'est un moment où tu craques, quoi. C'est moi qui les ai fait craquer ici. Et donc, ils m'ont fait bouffer de l'estomac de vache mariné 6 semaines dans de l'eau. C'est noir, comme du charbon en lanière, avec une sauce genre moutardée. J'ai bouffé, je me suis dit, je ne vais pas en mourir, ils n'en meurent pas, donc ça va. Mais par contre, les pattes de canard, ils vendent ça à l'aéroport. Tu peux acheter des boîtes de pâtes de canard, comme des biscuits secs, à peu de choses près. Et là, j'ai toujours pas compris le plaisir. Mais nous, on a mis une technique au point par rapport à ça. Les pâtes de poulet, on les cuit sous vide. Hein, comme c'est gélatineux, etc. On peut la souffler après. On la cuit sous vide, on enlève les petits os des tarses. Non, c'est Tarse, métatarse. Hein. métatarses, exactement. Au scalpel. Et ensuite, on les fait sécher, on les souffle à 220 degrés. Tu as un chips soufflé de pâtes de poulet. Et ça ressemble toujours à une pâte de poulet? Ah oui, bien sûr. C'est juste 9 heures de travail par patte de poulet. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Pour Et l'opération. voilà, là dans notre future carte, on a récupéré. Donc j'ai appelé tous mes producteurs, j'ai dit voilà, vous me gardez ça, parce que les chefs travaillent souvent les produits nobles de la bête, mais on se retrouve par exemple au Pays Basque chez Achuria avec des quantités de rognons et de riz d'agneau, c'est fantastique. C'est drôle parce que j'allais te parler de rognons d'agneau. J'en ai fait il y a quelques jours, j'en ai acheté chez Rob. Oui. Et on fait des riz d'agneau, juste comme ça, des rognons d'agneau, juste poêlés, tchac. On fait une petite sauce déglacée Porto. Et c'était magnifique parce que ça n'a pas le goût fort du rognon, mais personne ne les trouve. Mais tu sais, Gary, ce qu'il explique maintenant, c'est globalement ce qui explique pourquoi il y a tant de burgers. Pourquoi est-ce qu'on mange tant de burgers aujourd'hui dans les restos, brasseries, même qui se la pètent un peu gastro? C'est parce que toutes les parties non nobles des animaux, il faut les commercialiser. Avant, on bouffait du jarret, de la queue de bœuf et tout. Aujourd'hui, personne, si je te dis on va manger de la queue de bœuf, ça va pas te faire rire. Non. Mais par contre, ça passe dans ton burger, tu t'en Moi, rends même pas je suis compte. très visuel. C'est-à-dire, Oui, j'ai oui, besoin tout à fait. J'arrive pas à manger ce que j'arrive. Oui, J'ai pas envie de voir, quoi. avant que tu arrives tout à l'heure, on a pris l'apéritif et je leur ai servi de l'anguille. Il n'avait jamais mangé d'anguille. En plus, c'est de l'anguille grecque, tu vois, la rose, elle est très épaisse. Il n'a pas voulu manger parce qu'il a regardé à quoi ça ressemblait à l'état sauvage. Et C'est fantastique, l'anguille. Oui, Extraordinaire. comme poisson, c'est fabuleux. Mais il n'a pas voulu en manger. Mais ça viendra. La queue de cochon, Ça viendra. dans notre prochaine carte, on va servir de la queue de cochon. Et quoi, tu la démontes complètement ou quoi? Oui, tu la braises, je la braise au saké. Et ensuite, j'enlève aussi les petits os. Et après, tu la laisses refroidir, elle devient complètement gélatineuse. Et tu la cuis à la plancha comme un chips. Ça croustille. On y met une duxelle de shiitake de Bruxelles et des crevettes, des gambero rosso dessus. C'est... Terremer, quoi. Quand tu penses à la queue Ça fait de... taf. Au lieu d'avoir la queue de langouste sur le steak. Mais tu vois, quand tu penses à la queue de De cochon, viande. voilà, tu te dis, voilà, t'as conceptualisé ton restaurant et tout ça. Oui, Tu te dis, je vais la cuisiner, cette queue de cochon. oui. Est-ce que tu arrives à t'imaginer tout ça ou tu dois faire des tests, mais jusqu'à arriver à ce que... Je fais plein de tests Ouais. jusqu'à temps que ce soit parfait. Voilà, on doit montrer un savoir-faire, donc il faut tester. On a servi du diaphragme de bœuf.
Diaphragme de bœuf. On peut en parler. On s'appelle la hampe en boucherie. Ouais. Et la hampe, c'est un morceau qui flotte, c'est un morceau assez maigre, mais entrelacé de persillé, persillé de gras. Ça a un goût extraordinaire. Et c'est un morceau de deuxième catégorie. Et mon rôle de cuisinier, c'est de permettre, à un moment donné, de porter vraiment la cuisine là où elle mérite d'être à travers un produit. Voilà. Et ça c'est génial parce que je pense qu'il faut arriver sans préjugés. À la rigueur, il ne faut même pas savoir ce qu'on mange parce que justement, l'expérience sera beaucoup plus excitante. J'allais te demander ça. Voilà. Je me suis dit, si moi je viens dans ton restaurant, est-ce qu'il y a moyen que je commande sans savoir ce que je mange? Bien sûr. Bien sûr. Une carte blanche au chef, ou alors tu choisis un thème si tu es végétarien. Ouais. Nous, on respecte toutes les habitudes alimentaires, les religions, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis végétarienne, je veux la forêt et le jardin, on te fera du végétal, 100%. Mais à côté de ça, si tu veux vivre une vraie expérience, il faut te jeter à l'eau, quoi. C'est un petit peu, à un moment donné, je sais pas. Je crois que c'est encore, une fois de plus, sortir de sa zone de confort. Moi, je pense qu'il y a un mot qui me fait peur avec ce mot expérience. C'est qu'il est souvent mal compris. Et j'ai le sentiment que beaucoup de cuisiniers, tu vois, Noma a fermé, il y a un 3 étoiles en Californie qui a fermé, etc. J'ai l'impression que les mecs arrivent à 50 piges, ils sont épuisés parce qu'ils ont oublié de cuisiner. Oui. On est dans la masturbation intellectuelle, on fait de l'expérience pour impressionner cette tranche de clientèle un peu snob qui va de restaurant en restaurant en disant « j'ai fait tel restaurant », on en a déjà parlé, et ils oublient que d'abord il faut manger, et qu'un cuisinier, ça doit cuisiner, et pas faire des ballonnets d'hélium qui sentent la lavande pour manger des arêtes de sardines frites. À un moment... Ça, c'est de l'expérience. Non, mais ça, c'est de l'expérience. Mais c'est de l'expérience, c'est rigolo. C'est comme... c'est des montagnes russes, c'est passer sa journée dans un parc d'attractions. Mais la cuisine, c'est pas un parc d'attractions. Ce sont des... je n'aime pas non plus le mot valeur. Il y a plein de mots que j'aime pas, d'ailleurs. Oui. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire d'artisan. C'est exactement ce que tu expliques. On travaille le pied, la queue de cochon. On va la démonter. On va chercher une façon de la rendre... acceptable pour l'époque, parce qu'il faut s'inscrire dans le temps. C'est ça. Et la queue de cochon que mangeaient nos parents, nos grands-parents, ta grand-mère, c'est une queue de cochon qui était gélatineuse, machin, où elle se pépiait elle-même, elle enlevait les petits os, les cartilages et elle bouffait le reste. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de le faire, le client ne prend plus le temps. Donc toi, tu vas le faire, mais tu cuisines. C'est pas juste une expérience. C'est manger. Et c'est vrai, pour moi, la vraie difficulté, c'est de leur faire comprendre que c'est se nourrir, mais c'est nourrir tout en même temps. Le ventre, les tripes, le cœur et l'esprit. Ouais. Et moi, je me souviens, quand j'avais mon resto, on a été étoilé en 2000. J'ai quitté à ce moment-là. On faisait avant ça, 94, 95, on faisait des carpaccio de tomates avec des tomates de plein d'origines. Et en 94-95, quand tu servais de la tomate, de la cœur de bœuf, enfin des tomates, c'était pas du tout à la mode. Ouais. Les mecs te les envoyaient à la tronche en disant « j'ai quand même pas payé 120 francs belges pour manger une assiette avec 5 tranches de tomates, de l'huile d'olive et du gros sel dessus ». Quand on a fait l'ouverture de la manufacture en 90 et qu'on faisait de la crème brûlée, tu vois, avec des bâtons de vanille grattés dedans, j'ai des clients, je jure que c'est vrai, qui nous ont renvoyé les crèmes brûlées en disant le chef fume. Et tu fais quoi, le chef fume? Les petits trucs noirs. Non, c'est les bâtons de vanille qu'on a grattés. Les gens ne connaissaient pas. Non, mais rigole pas. On est 35 ans plus tard et ça paraît normal. Tu sais, quand mon père était en cuisine, il a fait dans les années 60 un concours de cuisine à propos des avocats. À l'époque, Israël produisait énormément d'avocats. Et pour promouvoir l'avocat d'Israël, ils ont fait une espèce de championnat d'Europe. Papa a terminé second, avec une recette d'avocat avec des crevettes, de la cocktail, enfin un truc que les scouts font aujourd'hui quand ils font leur journée de cuisine. Mais dans les années 60, un avocat, personne n'avait bouffé. Donc la cuisine, elle évolue, elle est dans le temps, et il faut ramener les gens vers le plat, vers ce qu'on mange, et pas juste vers l'expérience. Manger, c'est une expérience totale, mais ça veut dire que tu dois, toi, en tant que consommateur,
tu dois être ouvert et pas te dire j'ai payé 410 €, j'ai mangé des rognons quand même, faut pas déconner. Et quand je vais manger dans ma brasserie, je mange des rognons. Mais c'est pas les mêmes. Ils sont pas faits de la même manière. Et il n'y a pas la même réflexion dans ton truc. Et ça, c'est très compliqué, je trouve. Il faut toujours ramener toujours un peu un côté un peu réconfort dans la cuisine, tu vois. Pas que du sensationnel. Pas que du sensationnel. Et donc, il faut avoir un équilibre, un mixte entre l'avancée de la cuisine et ce qui fait plaisir aux gens, tu vois, qui peuvent les rassurer. Donc, c'est ça, ce doux équilibre qu'il faut trouver entre un repas au restaurant et apprendre quelque chose, en fait. Tu sais, là, tout de suite, tu as parlé de cuisine et d'esprit. Je crois que c'est toi qui l'a rattrapé sur ce mot-là. En fait, je sais que parfois, moi, quand je mange quelque chose de extrêmement réconfortant ou qui me fait rappeler des choses vraiment fortes de mon enfance ou quoi, Oui. ça peut toucher mon esprit, mais dans quelle mesure est-ce que la cuisine et l'esprit sont peut-être liés? Ben, moi, j'ai envie de parler de culture, en fait. Hmm. Tu sais, ce qui manque aujourd'hui de plus en plus, c'est la culture, en fait. On se rend compte que on doit ramener de la culture dans ce qu'on fait. C'est une priorité, en fait. Parce que la nouvelle génération, que j'adore, hein, et je ne suis pas ici en train de comparer ma génération avec celle de mes enfants ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, ils en ont besoin de cette culture. On doit vraiment transmettre... Recréer des racines. C'est ça. Transmettre la culture, c'est une priorité, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit artistique, qu'elle soit culinaire. On a vraiment besoin de culture. Aujourd'hui, il faut aller chercher chez les anciens la culture. C'est ce que je te disais. C'est pour ça que Mensa, ça va être un endroit où les gens, en sortant, ils vont apprendre quelque chose. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un restaurant qui va permettre aux gens d'apprendre quelque chose. Je pense qu'un grand restaurant, c'est quelque chose d'où tu sors légèrement différent. Pas juste parce que tu es rassasié et que tu n'as plus faim, mais tu es différent, ça t'apporte quelque chose. Je sais que moi, le directeur de restaurant du Georges V est un ami, un sommelier hors pair, Eric Baumard, et j'ai pas les moyens d'y aller souvent, mais quand j'y vais, à chaque fois, je sors en ayant pris une claque. J'ai un truc, et tous les gens que j'ai emmenés, c'est pour leur faire découvrir quelque chose. Même quand ils font une timbale de spaghettis, parce qu'ils en font une timbale de spaghettis avec une espèce de béchamel avec de la truffe dedans, tu pleures, quoi. Tu pleures parce que tu es face à quelque chose qui est énorme. C'est une pièce de maîtrise. Comme font les compagnons du devoir du Tour de France. C'est-à-dire, les gars, ils ont mis tout leur savoir dedans. Les spaghettis, ça colle. Ah bon? Allez, quand ça colle, bah oui, ça colle naturellement à cause de l'amidon. Donc on peut faire des bandes. Et on peut les mettre en place pour faire un lingot. Avec du spaghetti. Ah, c'est pas con. Et dedans, on va faire une sauce avec des champignons de Paris, puisqu'on est à Paris. Avec du jambon de Paris, puisqu'on est à Paris. Et on va ajouter un peu de truffe pour faire ça rigolo. Et on va faire une béchamel. Et tu te dis, j'ai été bouffer un spaghetti jambon champignon au Georges V. Ouais, c'est ça, vas-y, prends-moi pour un con. Et tu goûtes ça et tu fais juste... Waouh. Ah. Et t'as pris une... Moi, je supporte plus cette cuisine où tu manges 18 plats et tu sais pas ce que t'as mangé. La seule façon de savoir ce que t'as bouffé, c'est de regarder ton téléphone, de scroller les photos. Et encore, on a mis 32 ingrédients dans l'assiette. Notre cerveau est capable d'identifier 5 saveurs simultanément. Pas plus. Et je rajoute un truc, je te prends la parole. Dans mon prochain projet, c'est 3 saveurs maximum dans l'assiette. Ça me paraît ça Ouais. Évident, quoi. Voilà. Wow. C'est revenir à l'essence de la bouffe. Voilà. Tu sais, on fait un truc, alors on te met 2 sprouilles de sauce. Le client, il rêve de quoi? Quand tu bouffes bien, quand tu bouffes chez ta grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le pain et tu vas saucer dans le plat. Ouais. Parce que tu as envie d'avoir de la sauce. Et d'avoir 2 gouttes de sauce sur une assiette, c'est sympa. Mais ça fait un peu pauvre au niveau de l'éjaculation. Il faut en rajouter, quoi. Il y a un moment où il faut de la générosité vraie, pas juste de la générosité dans les mots. Et 3 saveurs, tu vas comprendre ce que tu bouffes et tu pourras t'en souvenir. Parce que c'est ça le truc. Parce que les gens parlent entre eux. Alors, on est allé manger, j'ai fait Mensa, j'ai fait truc-muche. Qu'est-ce que t'as mangé?
Oh, je sais plus, j'ai eu 17 plats, on a commencé avec une bouchée, avec du... Ils savent pas ce qu'ils ont mangé. Parce que c'est une expérience. Mon cul, c'est un repas. Non, mais c'est important de savoir ce qu'on a mangé pour le mémoriser, pour en parler en disant j'ai mangé de la queue de cochon frite. Ou à la plancha, ou ce que tu veux. Mais j'ai mangé de la queue de cochon. Je peux dire j'ai mangé de la queue de cochon, je sais ce que c'est. Tu comprends le truc. Ouais, je vois. Et quand la queue de cochon est masquée par un beignet d'araignée des bois qui est le même, mais dans une feuille de schmut avec du... Oh, non, c'est bon. Là, trop vieux pour ça, moi, c'est fini. Et puis la quantité, les quantités. Sans qu'il y ait 18 services, on n'en peut plus, on sort de table, on dort pas bien, on est malade. Parfois même parce qu'on a trop exagéré, quoi. Bien sûr. L'homme n'est pas fait pour manger comme ça. Voilà, et je crois que ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Par exemple, nous, aujourd'hui, on va plus fonctionner comme un autre restaurant. Il n'y aura pas d'amuse-bouche, il n'y aura pas de milliardise. Ce sera une expérience qui démarrera directement dans le repas. Et donc, tu auras tout dedans, mais tu ne vas pas sentir que tu as des amuse-bouches. Et on va terminer. Tout va être pensé pour que les gens aient suffisamment à manger, mais ne se retrouvent pas en disant « Oh, les milliardises encore arrivent et on ne peut plus. » Et tu vois, c'est un sentiment... C'est même presque désagréable, quoi, tu vois, parce que voilà. Souvent, le côté les amuse-bouches, c'est le drame à la maison. Noël, on te fait 23 verrines avant de manger. Et en fait, il faut recharger les verres aussi, c'est important. C'est un truc... je tiens à préciser qu'on ne boit que du cidre, donc c'est pas trop riche en alcool. Ah, toi, t'as la levure. C'est combien de pourcents, ça? Gary, c'est pas énorme, ça fait 7. Peut-être 8, allez. Et c'est super important. Quand tu fais un repas avant le repas, l'apéritif, c'est le moment où tout le monde est censé arriver. C'est ça. Dans la logique du repas, une fois que le dernier est là, on passe à table. Si tu fais un apéritif où les mecs ont bouffé 27 verrines, du chaud, du froid, pour montrer toutes tes capacités techniques, tu te fais chier quand tu arrives à table, tu n'as plus faim. Mais c'est un peu le cliché de ce que les gens qui n'ont peut-être pas encore été dans des étoilés pensent des étoilés. Moi, c'est mon cas en tout cas. C'est qu'on te sert des toutes petites quantités de plats, mais énormément de plats. Et donc, du coup. 18 services, quoi. Mais tu sais plus ce que tu as mangé. Ouais, après, il y a Mais c'est une bouchée, quoi. Tu vois. Il y a eu cette légende aussi où, dans les gastros, on disait qu'on ne mangeait jamais assez. Moi, Ouais, c'est ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les vrais restaurants aujourd'hui s'occupent correctement de leurs hôtes. Et c'est la phrase de Bria Savarin qui disait tu prends soin des gens tout le temps qui passent sous ton toit. Et tu dois bien le faire, tu vois. Tu dois le faire intelligemment. Tu dois leur donner une sensation de plénitude, de bonheur et de se dire tiens, je me suis nourri l'esprit, je me suis nourri le corps. Mais je suis en accord avec ce qu'on m'a donné à manger. Voilà. C'est super important de comprendre un truc. Personne ne va au restaurant pour manger. Tu vas pas parce que tu as faim au restaurant. Si tu as faim, tu fais une tartine chez toi ou un spaghetti. Tu vas au restaurant pour un truc global. Et ce truc global, c'est un accueil. Tu arrives dans un resto et tu as un mec à l'entrée, il peut être aussi beau qu'il veut, qui te regarde et qui te désigne ta table du coin du menton. Déjà, tu commences à mal bouffer. Quoi qu'on te serve. Le mec t'amène à table, il te dit « je peux vous débarrasser ». Il prend ton manteau, il va le taper au vestiaire. Dans la foulée, il te donne la carte et il te dit « qu'est-ce que vous voulez comme apéritif ? Je vais vous proposer ça ou ça ». Tu peux attendre 25 minutes, c'est pas grave. On s'est occupé de toi. L'inverse, on t'indique ta table du coin du menton et t'attends. T'attends 3 minutes. T'as l'impression d'avoir attendu 25 minutes et tu fais la gueule. Et on oublie tout ça. Tu sais, c'est comme le fait de... Bon, là, tu pourras pas chez Mensa, mais d'avoir une nappe, d'avoir des couverts sur une table, c'est un choix. Il y a 30 ans, à la Broche et à Madrid, ils ont commencé à faire des tables nues que l'on construisait pendant le repas. C'était rigolo, il y a 30 ans. Quand j'avais le pain et le vin, on avait des tables en pierre, avec des sets de table en papier. C'était rigolo. Mais c'était il y a 35 ans. Là, il est peut-être temps de revenir à un peu de confort. Même la musique est importante dans un resto. Tu sais, il y a un resto, des restos à la mode à Bruxelles où on te met un DJ. À partir de 10h du soir, tu peux plus bouffer. Ok, mais alors tu vas en boîte Ouais, tout le monde sur les et tu tables. bouffes en boîte. Ouais. Mais si tu vas au resto et que tu payes le prix d'un resto dans un truc comme ça, il y a un moment tu dis attends, je suis où Et c'était des trucs à la mode il y a super longtemps, mais je crois que le but, et ce que fait Christophe est intéressant parce qu'il y a une innovation. Il y a un moment, il ne s'agit pas de regarder par-dessus l'épaule des autres ce qu'ils font, ce que font beaucoup trop de cuisiniers. Oui. Il s'agit d'être soi-même,
C'est en accord avec toi-même, tu vois, aligné. Que tu fasses des spaghettis bolo ou que tu fasses de la queue de cochon démontée, etc., dans les deux cas, tu dois être aligné et faire un truc dans lequel tu te sens bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien se connaître pour être un bon cuisinier, quoi. En tout cas, Il faut du temps. l'âge et la maturité te permettent de bien te connaître. Et donc, tu sais ce que tu ne veux plus. Et je crois que c'est ça aujourd'hui, comme disait Eric, ne pas regarder au-dessus de l'épaule des autres pour savoir ce qu'ils font. Non, il faut vraiment assumer entièrement sa personnalité et aimer les gens. Voilà. Prendre soin d'eux, voilà, leur faire sentir qu'ils sont importants et qu'on va s'occuper d'eux et qu'ils sont là en dehors du fait que ce soit commercial, parce que, bon, évidemment, il y a toujours des frais, mais avant tout, il ne faut jamais sentir cette sensation. Voilà. Ouais, et je crois aussi, tu vois, c'est ce qu'il disait, on sait ce qu'on ne veut plus. Je crois que tu arrives à des âges dans ta vie, des moments, 40, 50 ans, où tu te dis, enfin 45, 55, tu te dis, ben non, je me radicalise, je sais ce que je ne veux plus. Je sais pas forcément tout ce que je veux, mais je sais ce que je ne suis plus prêt à faire, plus à accepter. Et surtout, je suis moi-même. Et c'est souvent, je parle de radicalisation en vieillissant. Et cette radicalisation-là, elle a ça de particulier, c'est que elle t'amène à être plus droit avec toi. Tu ne te tords plus. Tu n'es plus en situation de burn-out potentiel. Tu n'es pas tordu entre plein de trucs. Tu es juste toi. Mais à partir du moment où, par exemple, tu as des étoiles, tu commences à en avoir une, puis deux pour les chanceux et trois pour les encore plus chanceux, est-ce que tu arrives Pas à de la être chance, toi-même? c'est du travail. Ouais, c'est vrai, en fait. Franchement, désolé. C'est Non, vrai que non, c'est du non, travail. pas du Non, tout. non, c'est vrai. Mais est-ce que tu arrives à être toi-même? Encore. Bien sûr. Vu que tu es soumis à des critiques, tu es soumis à des gens qui ont des... Mais justement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il dit, Michelin suit, c'est très bien. Michelin suit pas, c'est pas grave. Il les a eus. Mais même quand tu les as, si tu bosses uniquement en fonction du guide, tu oublies un truc. Moi, les guides, je suis pas contre. Mais il faut pas oublier que ce sont des guides. C'est-à-dire qu'ils ont des critères qui sont leurs critères, parfaitement subjectifs. Et ils ont le droit d'avoir leurs critères. Le meilleur critère, c'est les clients. T'as pas d'étoile et t'es blindé tous les jours, bah, tant mieux. C'est vachement Ouais. bien. C'est pas un but en soi, en fait, d'avoir une étoile quand on commence son restaurant? Je crois que tout le monde en rêve quand même. Mais Tout le monde en rêve. Ça reste un rêve que les jeunes ont envie d'obtenir. Mais quelque part, je crois que la reconnaissance, elle vient toujours, d'une manière ou d'une autre. Si tu fais quelque chose qui a du sens et qui est bien ancré dans l'époque actuelle, la reconnaissance, elle vient toujours. Il faut rester très cool avec ça. Et je crois que il est important toujours de savoir valoriser son identité personnelle, avant tout. Et donc, la radicalisation, comme disait Eric, c'est ne plus avoir peur du regard des autres, en fait. Voilà. Et ça, c'est très important. Le regard des autres, c'est compliqué. La critique, ok, ça fait pas toujours plaisir, mais ça peut faire avancer aussi. C'est pas grave. Être critiqué, voilà. Et je pense que les gens, tout le monde confondu, évolue tout le temps. Même, voilà, si moi j'ai quelque chose à dire à un de mes amis ou qu'un de mes amis est franc avec moi, j'écouterai son commentaire et peut-être que ça me fera réfléchir, ok, mais c'est pas pour ça que tout est perdu. Voilà, c'est une évolution. On a besoin de points de vue, on a besoin d'entendre qu'il y a des choses différentes qui existent et voilà. je fais le parallèle avec le spectacle. J'écoute les gens après le spectacle, ils m'en parlent. Et il y a des trucs qui ont de l'influence sur moi, des trucs qui n'ont pas d'influence, surtout dans les critiques négatives. Ils comprennent pas. Si je me suis mal exprimé, voilà, etc. Tu évolues petit à petit. C'est pas ce que tu entends qui va faire changer tout, mais ça va modifier légèrement les trucs. Et c'est quoi un restaurant, si ce n'est un spectacle? Oui, Tu vas au théâtre. aussi. Tu vas au théâtre quand tu es au restaurant. Il y a une mise en scène, il y a une mise en lumière. Un resto mal éclairé, c'est une horreur. Un resto tout au néon, tu as envie de mourir. Même si tu manges très très bien. En fait, à vous entendre, j'entends vraiment énormément de passion qui sort de tout ça, et j'arrive à la comprendre. Sauf que je pense que je l'ai peut-être très rarement expérimenté en fait dans des restaurants. Oui. C'est normal, tu as 25 ans. Oui, mais un Ça restaurant, viendra. c'est un restaurant. Non, Non,
On est d'accord. Non, justement, il y a restaurant. Mais tu peux avoir des restos qui sont pas dans les guides, qui sont pas des trucs de prestige, où tu vas rencontrer quelqu'un qui te fait une bouffe et tu sors de là et tu fais oh. My God. Ici à côté, il y a un restaurant qui s'appelle Les Petits Bouchons. Le gars, il fait une cuisine. Putain, c'est hallucinant son truc. Je pense qu'il est même pas repris dans les guides. Et on s'en fout. Mais tu vas bouffer chez lui. Tu sors de là. Je suis allé manger avec Lionel Rigolet. Pendant le confinement, là, on a mangé là-bas un jour. C'était ouvert quand on avait le droit. Et il m'a dit, c'est mon repas de l'année. On a mangé des trucs simples, mais ultra bons. Et là, tu te rends compte, justement, il n'y a pas d'artefact, il n'y a pas le côté mise en scène, machin. Tu sais, les restos qui veulent faire John aujourd'hui, on met les mecs en salle avec un costume, mais avec des baskets et pas de cravate parce que c'est joli. Ok, mais on s'en branle, quoi. Ouais. Tu vois, si tu mets un costume, mets une cravate. Sinon, c'est ridicule, quoi. Une chemise sans cravate avec un costume, c'est genre, ouais, j'ai voulu faire John. Mais c'est pas l'habit qui va faire le moine. Oh, c'est joli, ça, je suis fier de moi. C'est toi qui l'as Non, écrit. c'est bien, non, c'est pas moi. Mais je pense qu'il a déjà été dit que l'habit faisait pas le moine. Mais c'est la diversité qui fait la richesse. Bien sûr. Voilà. Avant tout, la diversité. Faut pas déguiser les gens, faut les habiller. Tout le monde a une vision personnelle de ce que c'est son restaurant. Et ça, c'est ça qui est important. Mhm. Voilà. Et donc, quand il y a de la richesse, ça donne vraiment envie on a nos préférences, c'est tout. C'est pas grave. On a le droit d'avoir nos préférences et on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. On est dans un pays libre. On a le droit d'exprimer son opinion. Pays démocratique. On a beaucoup de chance. Voilà. On a beaucoup de chance. En tout cas, moi, ce que je ressors de là, c'est que je connais ce qu'on appelle la cuisine, les restaurants, mais en même temps, j'ai rien compris à ce qu'on appelle la cuisine des restaurants. Mais non, c'est pas que t'as rien compris. T'as Rien pas compris encore eu. pour l'instant. Oui, c'est ça, mais ça J'ai viendra beaucoup avec à le temps. apprendre, quoi. Non, c'est pas Et je apprendre. veux dire, ça me donne envie. Hein. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup à expérimenter. Mhm. Et à remplir. C'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure, tu posais la question de savoir ce qu'il faisait un cuisinier, l'âge, etc. Tu as 25 ans, Christophe en a 47, voilà. Et il arrive à un âge où il a accumulé de l'expérience. Et en ayant accumulé, moi je ne crois pas en cuisine, en cuisine et en sommellerie la même chose, je ne crois pas au génie à 25 ans. Je crois aux gars qui ont bien appris, qui récitent une bonne leçon, et voilà. Mais il faut qu'ils se fassent. Il faut qu'il y ait des cicatrices. Oui, il faut des cicatrices. Il faut des cicatrices, il faut des échecs, des réussites. Voilà. Et il faut surtout avoir beaucoup ingéré pour régurgiter. Tous les grands chefs ont explosé à 40, 50 ans. Ils n'ont pas explosé à 25 ans. 25 ans, c'est quand tu fais Top Chef. Mais Top Chef, c'est pas de la cuisine. On l'a déjà dit. Et mon grand frère Alain Passard dit souvent, on devient vraiment cuisinier qu'à partir de 40 ans. Voilà ce qu'il dit souvent. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que voilà, il y a toute l'expérience, il y a toute la vision, les idées qui se mélangent et puis une avancée personnelle. Voilà, on est patiné. Ben maintenant, voilà. J'en prends conscience, quoi. En guise de conclusion, je propose un truc, Gary. C'est que on va prendre rendez-vous, on va aller manger chez Mensa. Ah oui. Et tu vas travailler pendant 5 et 7 ans maintenant. Vu la façon dont tu es payé, parce que tu es jeune, c'est normal que tu ne gagnes pas ta vie. Je le paye à 6 € de l'heure, brut. Il est content. C'est bien. Oui, c'est bien. Mais il a mangé et à boire. Ouais. C'est pas mal. Oui. Là, il crève un peu trop à boire. Il crève, il n'avait pas terminé. Donc... Il n'a pas... Ah si, il a croqué. Mais non, mais en fait, dans la crêpe. J'explique, c'est que quand moi je mange la crêpe, il y a des bouts de sucre et donc j'entends pas le son. Et donc du coup, je peux pas manger ma crêpe. Ça résonne. Oui, non, c'est un truc. Parce quand on pense que ce type est diplômé de Solvay au bout de 7 ans d'études. Bon, ceci dit, merci d'avoir écouté, d'être venu. Merci Christophe, à toi. Merci Eric. Parce qu'il y avait suffisamment de matière pour en faire un troisième, on peut continuer. Oui, on peut continuer. Mais on en fera un troisième l'année prochaine, c'est comme ça, histoire de flinguer les gens. Merci à toi, Gary, pour la réalisation aussi aujourd'hui. Parce que moi, je suis incapable d'allumer cette table, il faut appuyer sur un bouton, ça m'énerve. Et merci à vous d'avoir écouté. Vous pouvez suivre tous ces podcasts, tous les épisodes. Ça sortira toutes les semaines. Il y a un épisode par semaine. C'est sur Spotify, sur Google, sur Apple, sur mon site ericboschman.be.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter même du site. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui va sortir. On vous prévient par la newsletter. Oui, je sais, c'est ringard les newsletters, mais je vous emmerde, j'aime ça. Non, ça revient à la mode. C'est bien. Ça revient Oh là beaucoup à la là, mode. c'est ouais. vrai Ouais, Tu ouais. vois, un jour, voilà. Et puis comme ça, vous aurez l'adresse de Mensa. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. Et la petite voix derrière moi qui dit n'oubliez pas d'aller chez Mensa. Oui, C'est ouvert donc depuis le 6 février. oui, c'est ça. Et longue vie à Mensa alors. Longue vie amène ça. Bon est mort, Vive Mensa. vive Mensa. Et donc tu vas ouvrir un petit truc à côté qui va s'appeler Incorpore Sano. Une salle de gym. Voilà. Une salle de gym. Une salle de gym. Incorpore Exactement. Sano. Ouais. Pas déconner avec ça. Le sport, c'est pas bon pour la santé.